Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du 21 sur la métacognition et les apprentissages. Je suis Paul Nibaudot, doctorant en psychologie du développement et de l'éducation et membre du 21 du LabCD, ici pour vous guider au fil de ce podcast et explorer les dernières découvertes en psychologie. Notre mission, ici au 21 du LabCD, est de rendre la recherche scientifique accessible à tous. Chaque épisode, nous invitons un chercheur ou une chercheuse pour vous dévoiler les mystères de la psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Pour ce nouvel épisode, nous avons la chance d'accueillir Mélanie Maximino-Pinheiro, docteure en psychologie et chercheuse postdoctorale en psychologie du développement et de l'éducation à l'Université de Vienne. Bienvenue Mélanie et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, peux-tu te présenter à nos auditeurs et auditrices? Oui, donc comme tu l'as dit, donc je suis Mélanie Maximino-Pinheiro, je suis psychologue et chercheuse en psychologie du développement et dans le domaine de l'éducation. J'ai récemment soutenu ma thèse que j'avais menée donc, au LabCD sur des thématiques qui vont nous mobiliser aujourd'hui autour de la métacognition et des apprentissages. Je suis également chercheuse affiliée dans un laboratoire de Sciences Po qui s'appelle le LIEP, le Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, et plus particulièrement à l'axe politique éducative, où je travaille avec des sociologues et des économistes, particulièrement sur les questions d'évaluation des politiques publiques éducatives et particulièrement des politiques publiques qui visent à réduire les inégalités éducatives, parce que c'est un gros sujet, et particulièrement dans notre système éducatif en France. Et depuis quelques semaines, j'ai commencé un postdoctorat, comme tu l'as dit, à l'Université de Vienne, en Autriche. Super. Alors, on commence par une question introductive que je suis sûr personne ne t'a jamais réellement posée, mais peux-tu définir ce qu'est la métacognition? Alors effectivement, mais tu fais bien de commencer par là parce que c'est un gros, enfin ça peut paraître un gros morceau. Je vais essayer de rendre les choses le plus simples et accessibles et ça va forcément être, c'est un peu l'enjeu aujourd'hui de ce podcast. Mais c'est vrai que quand on commence dans le domaine, ça peut vite s'apparenter à une jungle. Il y a plein de modèles différents. Il y a des définitions parfois, différentes. Donc, l'idée, c'est que, la métacognition, ça renvoie aux connaissances et un peu à cette question de la régulation de notre cognition, hein, métacognition. Avec l'idée de cette réflexivité sur nos propres processus de pensée, sur nos propres processus cognitifs, sur nos propres processus d'apprentissage. Donc cette idée de réflexivité, donc qui peut déjà un peu paraître complexe, mais finalement c'est cette idée d'avoir, de prendre du recul, de faire un peu un pas de côté sur ce qu'on fait et non plus simplement faire, mais se poser la question de comment on fait, comment on apprend, pourquoi on apprend. Et c'est la raison pour laquelle on associe souvent la métacognition à l'idée de apprendre à apprendre. Et quand on parle de métacognition en éducation, on a l'habitude de distinguer 2 grandes composantes. D'un côté, les connaissances métacognitives et de l'autre, les compétences métacognitives. Et je le simplifie souvent en disant que c'est un peu la distinction qui existe entre les savoirs d'un côté et les savoir-faire de l'autre. Donc les savoirs, ça va être tout ce qu'on sait sur comment ça fonctionne la cognition, de manière générale, mais aussi sa propre cognition, ses propres forces et fragilités en matière d'apprentissage, par exemple, ce qu'on sait sur soi-même, ce qu'on sait sur les autres. Donc ça va être les aspects, disons déclaratifs, voilà, ce qu'on sait sur la cognition. Et de l'autre côté, les aspects compétences métacognitives, bah là, on va plutôt être dans le savoir-faire, concrètement ce que je fais, les stratégies d'apprentissage que je vais mobiliser, hem, les procédures. Et donc quand on parle de compétences métacognitives, souvent on va parler de planification, donc toutes les stratégies d'apprentissage qu'on va mobiliser avant de commencer une activité pour bien s'organiser, pour bien anticiper les choses. La supervision, on parle aussi de monitoring et le contrôle. Donc ça, c'est quand on est en train de faire une activité, c'est justement se poser la question: «Est-ce que tout se passe bien comme prévu?» Et là, on voit cette idée de réflexivité, tu vois? Cette idée de prise de recul, de pas de côté. C'est pas seulement je fais, mais c'est pendant que je fais, je me pose la question de comment je fais et est-ce que je fais correctement? Et puis, on parle aussi d'évaluation métacognitive, un peu le après, avec l'idée de faire un bilan sur les apprentissages, de se poser la question de qu'est-ce qu'on a appris? Se poser la question: «Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Comment j'ai appris?» Le comment et le pourquoi, c'est vraiment les 2 mots un peu interrogatifs qui sont centraux, en métacognition. Comment je pourrais faire pour réutiliser ce que je viens d'apprendre? Comment je pourrais faire pour m'améliorer la prochaine fois? Donc voilà, c'est globalement ce que la métacognition englobe quand on en parle dans le champ de l'éducation.
Alors effectivement, tu viens de nous dire que c'était une compétence assez complexe, très large. Il se pose donc la question, pourquoi avoir choisi d'étudier cette métacognition chez de très jeunes enfants alors qu'elle est souvent associée à des élèves plus âgés? Alors oui, complexe, mais accessible. Et c'est vraiment le message que je souhaiterais, faire, passer, de dire que la métacognition, c'est pas qu'une question, avec, les élèves, les plus âgés, mais ça peut être accessible dès l'école maternelle et d'ailleurs, bon, j'ai, consacré ma thèse, à ces jeunes, élèves-là. Alors pourquoi, avoir choisi, d'étudier, cet âge en particulier? Tout d'abord parce que justement, c'était peu fait dans la littérature et c'était souvent amené comme une limite, en fait, de la littérature, scientifique, de se dire que c'était quelque chose qui était plutôt étudié avec les élèves. Alors je dirais les élèves à partir du cycle 3, les plus âgés, disons, de l'élémentaire et puis après second degré et même, au-delà, étudiants de l'enseignement supérieur, voire même, formation, des adultes et c'est vrai que historiquement, on a souvent pensé que la métacognition, vu que c'était une compétence assez complexe, élaborée, se développait relativement tardivement. Et en fait, on avait déjà, alors moi ça fait quand même quelques années déjà que je travaille sur le sujet, donc on a déjà fait du chemin, hein. Aujourd'hui on a de plus en plus de travaux sur le sujet, mais à l'époque, il y avait uniquement quelques données, quelques travaux, quelques équipes de recherche qui s'intéressaient à cette question de la métacognition dès le plus jeune âge, avec des élèves de 3 à 5 ans. Aujourd'hui, on a même des données avec des enfants encore plus jeunes chez le bébé, donc il y a des travaux très intéressants dans le domaine. Et donc, voilà, je m'y suis intéressée, particulièrement parce que c'était, pointé comme une limite. Moi-même, j'avais un intérêt personnel plutôt pour cette, tranche, d'âge-là et puis également les données, et c'est toujours le cas, semblent nous montrer que le lien entre métacognition et apprentissage, scolaire est d'autant plus fort que les élèves sont jeunes. Donc et que le lien en fait, entre les 2 diminuerait au fil, du temps, au fil de la scolarité, de la trajectoire développementale. Mais en même temps, c'est à nuancer parce qu'on a justement très peu de données avec les jeunes élèves. Donc ça peut aussi relever pour l'instant d'un biais qui fait qu'on n'a pas encore suffisamment de données, robustes et donc je voulais en fait contribuer à ça, véritablement aller voir, essayer hem, de travailler avec cet âge-là pour, enrichir les données avec cette population particulièrement et voir ce qu'il en était et puis en tant que psychologue, du développement, j'avais un intérêt, particulier justement à essayer de raffiner, cette question de la trajectoire développementale de la métacognition. Et puis on va y revenir. Je me suis intéressée à la métacognition dans une perspective de réduction des inégalités éducatives et en fait, on sait que ces inégalités, elles arrivent très tôt et on sait aussi que, une des approches les plus efficaces pour réduire ces inégalités et même à l'échelle de la société, c'est d'investir dans l'éducation de manière générale, mais particulièrement, dans la petite enfance et dans les premières années de scolarisation. Donc tout ça combiné, voilà, c'est tous ces éléments qui m'ont fait m'intéresser particulièrement à cette population-là, même si évidemment, la métacognition est importante en réalité à tous les âges et ça concerne autant les enseignants et les parents, je dirais et tous les acteurs de la communauté éducative, que ça soit à la maternelle jusqu'au lycée et bien au-delà en réalité. Donc justement, tu viens de nous indiquer, voilà, que cette métacognition, on pensait qu'elle était plutôt attribuée aux plus âgés. En réalité, on peut, l'observer chez les plus jeunes. À quoi est-ce qu'elle ressemble cette métacognition chez les jeunes enfants? Est-ce que tu peux peut-être nous donner un exemple concret, dans la classe, à l'école? Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte que très tôt, il y a déjà des émergences de cette métacognition et quand on en parle avec des enseignantes de maternelle ou avec des parents, c'est des comportements qu'ils voient au quotidien sans forcément les labelliser en se disant: «C'est de la métacognition», mais des comportements qu'ils voient au quotidien. Donc je parlais des connaissances métacognitives et des compétences métacognitives. Très jeunes, les élèves, ils sont déjà, en mesure, de s'exprimer sur la facilité ou la difficulté d'une tâche, ou d'une activité, d'un exercice qu'on leur a, proposé. Ils ont déjà des petites connaissances sur un peu comment ça fonctionne la cognition, la mémoire, l'attention, voilà, un élève qui, par exemple, se rend compte qu'à cause des bavardages de son camarade, il n'arrive pas à se concentrer et qui de lui-même, s'éloigne ou va se dire: «Bah, je vais,
dans tel coin de la classe, parce que voilà, il y a particulièrement à l'école maternelle, on peut avoir des espaces justement de travail avec le coin cuisine, le coin lecture et cetera, qui va naturellement de lui-même changer de place parce qu'il y a des bavardages. C'est déjà une conscience de finalement de son environnement, de ce qui relève d'un distracteur et donc finalement de métacognition dans le sens où finalement c'est son monitoring, son espèce de capitaine, de supervision, dans sa tête qui s'est activé pour dire: «Est-ce que tout se passe bien comme prévu?» qui est la grande question de la supervision métacognitive. Non, tout se passe pas bien comme prévu. Comment je peux faire, pour, m'ajuster, me corriger ou, changer de stratégie? Très tôt, les élèves sont aussi en mesure de se rendre compte qu'en fait, il y a des stratégies plus rapides que d'autres, plus efficaces que d'autres pour réaliser les petites activités qu'on leur, propose. Ils sont déjà en mesure de se questionner, de se poser des petites questions pendant qu'ils sont en train de réaliser l'activité, de se rendre compte que justement tout se passe pas bien comme prévu, qu'ils sont bloqués, de demander de l'aide de manière, adaptée, de faire un peu un bilan de ce qu'ils ont appris, de réfléchir à comment ils pourraient s'améliorer la prochaine fois. Donc on voit déjà dès cet âge-là des émergences de métacognition, sur les différentes activités qui leur sont proposées, que ça soit en langage, en mathématiques, en sciences. Et justement, tu viens de nous évoquer certains apprentissages, notamment les mathématiques, le langage. Est-ce que la métacognition joue un rôle particulier dans ces apprentissages-là? Oui, en fait, ce que nous montrent les données, c'est que la métacognition est un des prédicteurs les plus importants des apprentissages scolaires. Ce qu'on voit donc, c'est qu'effectivement, plus les élèves sont métacognitifs, meilleurs sont leurs résultats scolaires, et ce dans beaucoup de disciplines académiques. Donc, que ça soit en français, en mathématiques, mais c'est pas uniquement en fait une affaire de français et de mathématiques, on voit aussi, ce lien en sciences, en activités, physiques, et sportives, par exemple. On a également des données dans ce domaine-là et la littérature nous montre que les approches métacognitives, donc qui visent justement à développer ces connaissances métacognitives-là chez les élèves et ces compétences métacognitives, sont parmi aussi les plus efficaces pour, favoriser les apprentissages scolaires dans toutes ces disciplines, là. Et donc, bah, justement, en quoi est-ce que c'est important Mmh. pour les apprentissages scolaires? En fait, comme je disais, la métacognition, ça permet de déplacer la question des contenus qui sont certes très importants, le quoi, le qu'est-ce qu'on apprend, aux questions de pourquoi on apprend et de comment, on apprend. Et c'est toute la raison pour laquelle c'est souvent associé à apprendre à apprendre. C'est apprendre à comment apprendre finalement parce que les élèves apprennent, plein de choses à l'école, mais en fait, c'est extrêmement rare qu'on leur apprenne à apprendre efficacement et quelles sont les stratégies, les techniques d'apprentissage les plus efficaces pour apprendre les différents contenus, qu'on peut leur enseigner et c'est en cela aussi qu'on parle de compétences transversales et c'est la raison pour laquelle la métacognition, ça nous permet d'apprendre à la fois en français, en mathématiques, en sciences et d'apprendre les techniques d'apprentissage qui sont de manière générale les plus efficaces et qui sont les plus efficaces dans ces différentes, disciplines. Ça permet en fait de lever un certain nombre d'implicites, justement sur les apprentissages, entre les élèves qui, de par leur environnement, pour qui ça serait évident en fait justement, les différentes techniques et stratégies d'apprentissage, les plus efficaces et les élèves pour qui si ça n'a pas été, enseigné, explicitement, qui pourraient avoir plus de difficultés justement à se saisir, de ces éléments. Donc en enseignant, ces éléments de manière, explicite, on outille en fait les élèves et on essaie d'outiller tous les élèves justement à utiliser les techniques d'apprentissage les plus efficaces et ça permet aussi, de gagner en autonomie et de faire en sorte que les élèves, et c'est ce qu'on souhaiterait tous en fait finalement, qu'ils se posent toutes ces questions métacognitives, que j'ai déjà un petit peu évoquées depuis le début du podcast de manière autonome et que quand ils sont en phase d'apprentissage, ils se posent ces questions d'eux-mêmes et puis ils puissent, eux-mêmes trouver des solutions quand ils sont bloqués, changer de stratégie, se poser la question de ce qu'ils ont appris, de comment ils pourraient le réutiliser, comment ils pourraient s'améliorer la prochaine fois. C'est un peu ce dont on rêve tous, c'est un peu la vision de l'élève idéal qui à un moment donné n'a plus besoin de nous. Mais la grande question, c'est de savoir est-ce qu'à un seul moment dans la scolarité, on a appris aux élèves à faire ça? Est-ce qu'on leur a appris à planifier leur activité, à planifier leurs exercices, à se poser des questions métacognitives, à superviser ce qu'ils étaient en train de faire, à avoir les outils pour pouvoir s'ajuster, changer de stratégie, se corriger, à s'interroger sur ce qu'ils avaient appris, à pourquoi ils l'avaient appris, à comment ils l'avaient appris, comment ils pourraient s'améliorer la prochaine fois. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on fait, d'essayer d'accompagner tous les membres de la communauté éducative, les parents, les enseignants, les formateurs, tout le monde, à justement
enseigner explicitement aux élèves comment apprendre. Alors tu évoquais justement tout à l'heure, certains enfants qui avaient un environnement qui pouvait être, aidant, favorable, sur certaines compétences. Il s'agit d'un autre angle que tu as étudié, durant ta thèse, l'articulation entre métacognition et inégalité, socio-économique. En quoi cet environnement socio-économique, il a un impact sur les performances, académiques et notamment au travers de cette métacognition? Oui, tout à fait. On a énormément de données qui nous montrent que justement le milieu social d'origine des élèves est le prédicteur ou parmi les prédicteurs les plus importants des performances académiques. C'est vrai dans le domaine, donc des performances académiques en tant que telles, c'est aussi vrai dans le domaine, de la métacognition et en fait, je me suis intéressée à cette question parce que, étonnamment, alors même que la métacognition a beaucoup été étudiée dans le domaine de l'éducation et d'ailleurs ça me permet de le glisser, c'est un peu un élément qui est quand même, assez surprenant avec, la métacognition. C'est qu'en fait, on a énormément de données déjà dans la littérature scientifique sur le sujet. Alors, on n'en avait pas beaucoup sur la maternelle et maintenant, on en a de plus en plus, mais avec, les élèves même de l'élémentaire et du second degré, et même de l'enseignement supérieur, on avait énormément, énormément de données. Ce qui est surprenant, c'est à quel point, par contre, la difficulté à pénétrer les salles de classe, les pratiques enseignantes, mais parce qu'en fait, la communauté éducative n'est pas forcément formée à ces questions-là. C'était un des éléments qui me surprenait aussi, c'est qu'au regard de toutes les données existantes dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la métacognition en éducation, il n'y avait pas beaucoup de choses autour des inégalités sociales en matière de métacognition, alors que même si on s'intéresse à d'autres compétences cognitives ou socio-émotionnelles, on avait beaucoup plus de données sur le sujet. Donc j'avais envie de contribuer à ça, mais et parmi les quelques données qu'on avait, on avait des données qui, montraient que les approches métacognitives, elles étaient particulièrement efficaces, particulièrement bénéfiques avec les élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés et que ça permettait justement d'être une approche pédagogique qui permettait de réduire les écarts entre les élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés et ceux issus de milieux socio-économiques plus favorisés. Et donc en combinant ça avec, l'école maternelle, avec le fait d'intervenir le plus tôt possible, c'est un peu toutes ces raisons qui m'ont fait combiner métacognition, apprentissage scolaire, maternelle et inégalité éducative dans le cadre de ma thèse. Et donc pour revenir à la question de l'environnement, socio-économique, on a effectivement aujourd'hui des données qui nous montrent que, les élèves qui sont issus de milieux socio-économiques plutôt, défavorisés présentent, moins, de connaissances métacognitives ou de moins bonnes compétences métacognitives. Et les raisons effectivement, elles sont forcément multiples et factorielles. Sur la question de l'environnement familial particulièrement, on voit forcément qu'il y a des différences en termes d'activités par exemple qui sont proposées, aux enfants, en termes d'activités qui, sollicitent davantage, qui impliquent davantage de stimulation cognitive, de stimulation, langagière. Il y a, les différentes activités, qu'on peut proposer aux enfants, des jeux et on sait que tout ça, c'est des choses qui sont distribuées inégalement selon les familles et selon le milieu social, des familles. Donc ça, c'est quelque chose de général qu'on retrouve sur la question du développement, j'ai envie de dire, cognitif et socio-émotionnel. Et plus particulièrement sur la métacognition, on a aussi des données qui nous montrent que, par exemple, effectivement, les parents qui sont issus d'un milieu social plus favorisé, ils ont tendance à poser davantage de questions métacognitives en fait, à leur enfant. Donc à susciter et en fait, à entraîner, à développer cette réflexivité au quotidien dans la manière dont ils ont d'échanger avec leur enfant. Je sais pas, en sortant de l'école, on a des données par exemple où, on observe des parents en train d'interagir avec leur enfant pendant qu'ils sont en train de réaliser des jeux de construction et en fait, on se rend compte qu'effectivement les parents qui sont issus de milieux socio-économiques plus favorisés, ils posent des questions métacognitives du type: «Bah, voilà, comment tu fais?» ou «Là, tu es bloqué, comment tu pourrais faire?» Ou qui donnent des stratégies métacognitives à leur enfant sur comment planifier, le puzzle ou le jeu de construction. Donc c'est des éléments qui forcément vont venir creuser les écarts, selon le milieu, familial, et social, des élèves. Alors tu évoquais, l'aspect prédictif, de ce, milieu socio-économique. Est-ce qu'on peut parler aussi de levier de réduction, des inégalités? Est-ce qu'on peut considérer la métacognition comme un levier de réduction des inégalités socio-économiques?
Donc c'est exactement ce que suggéraient les données dont je te parlais en te disant qu'effectivement, on avait quelques données qui nous montraient que le fait d'entraîner la métacognition et les approches métacognitives en classe, heu, était particulièrement bénéfique pour les élèves, issus de milieux socio-économiques plutôt défavorisés, ce qui leur permettait de combler, une partie de l'écart, une partie du moins de l'écart qui les sépare de leurs camarades issus de milieux socio-économiques plus favorisés. On a aujourd'hui effectivement de plus en plus de données, sur le sujet. C'est, aussi des résultats qu'on a réussi à répliquer dans le cadre des travaux que j'ai menés, dans ma thèse à l'école maternelle, puisque jusque-là, les données dont je te parle étaient plutôt avec des élèves de l'élémentaire et du second degré. Donc on a réussi à aller, faire descendre un peu cette limite, à l'école, maternelle et donc aujourd'hui, effectivement, on a de plus en plus de données qui pointent, dans cette, direction. C'est encore à confirmer, on attend toujours des études à plus large échelle, voire au niveau des politiques, publiques et vraiment une intégration, plus systémique, dans le système, pour avoir des données, plus robustes sur le sujet, mais en tout cas, c'est ce que les données suggèrent et je me permets juste de dire un mot, en plus sur cette question des inégalités éducatives parce que on sait qu'elles sont de différents, ordres et qu'elles ne relèvent pas uniquement du milieu social d'origine, mais on parle aussi d'inégalités éducatives, par exemple, quand on parle, d'élèves à besoins éducatifs, particuliers, donc des élèves, par exemple, qui, souffriraient, de difficultés ou de troubles, des apprentissages avec un développement, neurocognitif, qui serait, atypique et la métacognition est souvent justement, mis en évidence comme un levier de réduction des inégalités éducatives avec cette population-là, en particulier et d'ailleurs, je pense qu'en France, s'il y a bien des enseignants qui sont les plus formés, à la métacognition, sans forcément d'ailleurs le savoir ou le dire en tant que tel, c'est sans doute les enseignants, spécialisés ou ce qu'on appelait aussi les maîtres E, qui sont particulièrement formés à cet exercice de lever les implicites en termes d'apprentissage et d'apprendre aux élèves comment ils apprennent et de développer la question des stratégies d'apprentissage et des techniques d'apprentissage. Avec cette population particulière que sont, les élèves, à besoins éducatifs particuliers ou ceux qui souffrent de troubles des apprentissages et en fait, c'est quelque chose qu'on gagnerait en fait à amener dans toutes les classes et pas seulement dans l'enseignement, spécialisé. Alors, tu évoquais évidemment certains éléments, leviers, des exemples concrets. Est-ce qu'il existe des pratiques simples que les enseignants ou même les parents peuvent mettre en place pour encourager les enfants, et en particulier ceux qui ont des difficultés, à réfléchir sur leur manière d'apprendre? Oui, je dirais que la pratique est souvent la plus accessible pour les enseignants et aussi pour les parents. C'est sans doute le questionnement métacognitif, dont j'ai déjà justement, parlé depuis le début, parce que c'est l'exemple en fait qui vient le plus facilement. Même si j'invite nos auditeurs, s'ils s'intéressent à cette question, à découvrir d'autres types de pratiques qui sont aussi très importantes, parce qu'il n'y a pas que le questionnement métacognitif, même si c'est, voilà, je disais, sans doute le plus simple et le plus accessible pour commencer. Donc en fait, c'est inviter les élèves à se poser la question de, heu quelle est la meilleure stratégie pour réaliser cet exercice? Est-ce qu'il n'en existe pas une autre? Est-ce que tout se passe bien comme prévu? Si tu devais expliquer, cet, exercice à un camarade, comment tu le ferais? Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu pourrais t'améliorer la prochaine fois? Voilà, ce type de questions, métacognitives pour justement essayer de susciter la réflexivité des élèves et cette idée de pas de côté, de prise de recul sur ce qu'on est en train de faire et c'est aussi des questions très simples à poser par les parents et ça a l'avantage de pouvoir être posé aussi dans toutes les langues. Donc même si le français est pas, l'école maternelle et bon voilà, ça me permet aussi de reboucler sur la question des inégalités éducatives parce que forcément, c'est aussi une question avec, des familles qui sont, souvent éloignées de la culture, scolaire aussi à cause de la barrière de la langue. Donc voilà, ces questionnements métacognitifs, c'est sans doute la pratique, la plus simple par laquelle commencer et ça peut être, voilà, ça peut être une question métacognitive dans la journée, ou voilà 5 minutes en fin de journée ou 5 minutes à la fin de la semaine si les 5 minutes sont déjà trop difficiles à trouver et pour les parents, c'est aussi, super facile à faire sur, le chemin de l'école, ou quand on fait, la cuisine ensemble ou quand on est dans les transports, en commun. Plutôt que de poser la question, «Est-ce que tu as une bonne note aujourd'hui?» de savoir, qu'est-ce que tu as appris et comment tu as appris? Et qu'est-ce qui était difficile et la prochaine fois, comment tu pourrais faire, justement pour t'améliorer, parce que là, tu as trouvé ça difficile, de rendre aussi le fait que normal, le fait que c'est difficile et que ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc voilà, ça me semble des choses, relativement accessibles pour, débuter. Tout à l'heure, tu nous évoquais
la question de l'intégration, systémique dans notre système éducatif de ces questions métacognitives. À plus grande échelle, quelles ont été les implications et quelles seront peut-être les implications de tes travaux sur les politiques éducatives ou même la formation, des enseignants? Oui, alors, on a déjà, commencé. C'est une vaste entreprise de faire en sorte, de former massivement les enseignants à ces questions et que ça soit en fait une partie intégrante de notre système éducatif, de nos, des programmes, mais également de la formation, des enseignants. Donc nous, on a commencé la formation des enseignants avec un projet il y a quelques années qu'on a mené à Marseille. Alors, on était à l'échelle locale, mais on a mené ce projet de recherche-action en collaboration avec la DSDEN, donc à Marseille. Et le projet consistait justement à former les enseignants, alors de maternelle, mais ça pourrait concerner les enseignants d'autres cycles et également du second degré. On a formé les enseignants de maternelle à la métacognition et on a été évaluer les effets que ça pouvait produire à la fois sur leur pratique pédagogique, leur pratique enseignante dans les classes et également les effets que ça avait sur le développement métacognitif des élèves, les acquisitions scolaires, donc là on s'était concentré sur le langage et les mathématiques, et la question de la réduction des inégalités éducatives. Donc on a commencé comme ça et l'année suivante, également avec le soutien de la DSDEN, on a élargi le projet à toutes les Bouches-du-Rhône, donc au niveau cette fois-ci départemental. Et l'idée, cette fois-ci, était de former les CPC, donc les conseillers pédagogiques de circonscription, et un certain nombre de formateurs pour justement s'intéresser à la question de l'intégration et de l'implémentation à grande échelle et de savoir est-ce qu'en formant les formateurs, ensuite ils étaient en mesure d'accompagner les enseignants au quotidien dans leur classe, de les former pour ensuite éventuellement voir des effets, on l'espère, sur le développement des élèves, les acquisitions scolaires et la réduction des inégalités éducatives toujours. Donc pour le premier projet, à l'échelle des enseignants, on a vu des effets considérables sur leurs pratiques pédagogiques qui se sont transférées sur les acquisitions des élèves et sur la réduction des inégalités éducatives. Donc on a déjà des données très encourageantes sur le sujet. Pour le projet formateur, on est encore en train d'analyser les données pour voir ce que ça donne. Là, il faut bien se rendre compte qu'on est dans le cadre de la formation continue, donc avec des enseignants qui sont déjà en exercice. On aimerait que ça s'intègre également dans la question de la formation initiale. Et puis, là encore à encore plus large échelle sur le territoire national, cette année, on a collaboré avec la DGESCO qui a lancé donc sur tout le territoire national un dispositif qui s'appelle un lab maternel. Et donc un lab maternel qui se concentrait spécifiquement sur la métacognition, avec l'idée de former au niveau national donc des formateurs un peu experts, qui formeraient eux-mêmes d'autres formateurs, donc comme des conseillers pédagogiques de circonscription. Et à partir de la rentrée prochaine, l'idée c'est que ces formateurs déploient en fait à l'échelle des territoires pour former encore d'autres formateurs et on espère à un moment donné former et que ça atteigne des enseignants et que ça atteigne un jour des élèves. Donc là c'est vrai qu'avec avec le lab maternel de la DGESCO, le projet a pris vraiment une ampleur nationale et maintenant dans toutes les académies et quasiment tous les départements de France, il y a des formateurs qui ont bénéficié d'une formation sur la métacognition et on espère que ça fera des petits ensuite. Alors tu nous as donné énormément d'éléments et c'est super. Si tu devais donner un message clé à des enseignants ou à des parents sur la métacognition, ce serait lequel? Le message clé, peut-être que j'aimerais donner, en cette fin de podcast, c'est le fait qu'on peut commencer tout doux. On peut commencer petit, dans le sens où, j'ai commencé, en parlant de la définition de la métacognition, en disant que ça pouvait, renvoyer à plein de choses. Le mot en tant que tel peut faire peur, ça peut sembler complexe, voilà. Heu, Complexe, certes, mais c'est ce qui fait aussi, la beauté de l'être humain, hein. C'est parmi effectivement les fonctions cognitives les plus élaborées, c'est ce qui fait la particularité de l'être humain.
complexe certes, mais accessible. Et donc j'aimerais rassurer, bon, particulièrement les enseignants qui peut-être, s'intéresseraient à cette question et voudraient débuter en se disant que voilà, on peut commencer petit. Ça peut être une question métacognitive dans la journée adressée au groupe, une question métacognitive par élève. Ça peut être 5 minutes, voilà, de métacognition à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Et ce sera toujours ça de prix, même si on voudrait effectivement que, ça soit intégré aux pratiques de manière, quotidienne, de manière régulière, de manière systémique. Mais on sait que, bah, voilà, c'est compliqué aussi, de demander, ça, aux enseignants de tout révolutionner. Et peut-être justement en disant ça, un autre message, qui est lié, c'est de se dire que on aimerait que la métacognition, que ça soit pas quelque chose à faire en plus. Ça soit pas encore une nouvelle charge pour les enseignants, quelque chose à ajouter dans leur agenda. Forcément, on aimerait qu'en fait la métacognition, elle soit intégrée, ça soit une manière en fait d'enseigner le français, ça soit la manière d'enseigner les mathématiques, ça soit une manière d'enseigner les disciplines, et en fait que ça s'intègre dans la manière dont on enseigne le contenu, et pas quelque chose qu'on ajoute dans la journée. Oh, il faut qu'on fasse nos 5 minutes de métacognition parce qu'on nous demande de faire de la métacognition. Mais pour en arriver là, effectivement, il va falloir former la communauté éducative, et on travaille à ça. Mais voilà, de dire qu'on peut commencer petit, et que ça sera toujours ça de prix, et que voilà, 5 minutes de métacognition ou une petite question métacognitive par jour. Et pour les parents, c'est pareil, une petite question métacognitive sur le chemin de l'école, ou quand on rentre ou quand les plus grands rentrent. Voilà, ça sera toujours ça de prix, plutôt que de ne pas faire de métacognition du tout. On arrive à la fin de cet épisode du podcast du 21. Merci beaucoup Mélanie d'avoir été avec nous pour partager cette discussion passionnante autour de la métacognition et des apprentissages. Merci à tous nos auditeurs et auditrices d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié ce voyage scientifique avec nous, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify mais aussi sur LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram pour rester informé des dernières découvertes en psychologie. On vous souhaite une très belle journée. Merci à tous et toutes et à bientôt pour un nouveau podcast.